À la fois, nous vous remercions beaucoup. À la fois, ne prenez surtout pas exemple sur cet intervenant. Et donc, on compte beaucoup sur vous pour tenir votre temps, à savoir un quart d'heure. Et nous allons, avec grand plaisir, écouter votre opinion, puisque c'est avant tout votre génération qui est concernée. Et donc, c'est à votre génération d'avoir une opinion sur ce sujet. Nous vous écoutons. Bon, tout d'abord, permettez-moi de remercier Madame le professeur Frison-Roche et Madame Bonnet de nous permettre d'intervenir et de donner une parole étudiante dans ce colloque. Plus près, d'accord. Je disais merci. Donc, lorsqu'on aborde le sujet actuel de la maternité face au marché, l'une des premières questions qui se posent concerne les femmes dont la capacité à enfanter est mise au service de la satisfaction d'une demande d'enfant de plus en plus répandue. Cette présence de la femme sur le marché n'est pas récente, ni particulièrement remarquable en soi, puisqu'elle peut être envisagée comme une relation au marché de l'emploi, auquel la majeure partie d'entre nous est soumise. La mère porteuse connaît, sous cet angle, une situation similaire à celle d'un emploi. Elle s'engage à effectuer une tâche déterminée, sous certaines conditions, qui seront répertoriées dans un contrat de travail, ce contrat passé entre elle et les porteurs du projet d'enfant. La spécificité de cette question de la mère porteuse, de cette femme sur le marché, tient dans les raisons, aux deux sens du terme, à la fois relation de travail et utilisation, de la mère porteuse et sur ce qu'elles impliquent, aussi bien en théorie qu'en acte. Tout d'abord, on remarque que cette relation entre la mère porteuse et les porteurs du projet d'enfant, qui s'identifie à une relation employeur-employé, est fondamentalement différente d'un emploi traditionnel, d'un emploi au sens commun du terme. Cet échange entre les deux co-contractants ne consiste pas à exploiter une connaissance particulière, un savoir ou un savoir-faire de l'individu pour obtenir une production intellectuelle ou manufacturée. Bien au contraire, il s'agit d'exploiter une caractéristique du sexe, une prérogative biologique, une capacité, dans l'espoir de concevoir un résultat biologique final viable. Pourquoi cette analogie à l'emploi ? Eh bien parce qu'en beaucoup de points, le statut de la mère porteuse ressemble à celui d'un employé. On a d'une part un demandeur qui met en œuvre des moyens, le plus souvent financiers, pour s'octroyer un service offert par la mère porteuse. Cette relation est régie par un contrat qui détermine la quantité de moyens mis en œuvre pour l'obtention du service et les obligations de celle qui émet le service à l'égard des demandeurs. En pratique, donc, on observe quelque chose qui se rapporte à un échange marchand. Ce qui fait toute la différence, c'est ce que j'ai dit auparavant. Alors que l'emploi entend exploiter une caractéristique culturelle de l'individu, une connaissance qui résulte d'un apprentissage, la relation contractuelle souscrite dans le cadre d'une maternité de substitution entend exploiter une caractéristique naturelle propre à un sexe. Cette nuance, selon moi, change beaucoup de choses et en premier lieu, le bien fondé de la relation de travail, pour ainsi dire, qui est constituée. L'emploi, au sens de l'exploitation d'une caractéristique culturelle de l'individu, utilise une connaissance humaine pour produire une réflexion lorsqu'il s'agit d'un travail intellectuel et lorsqu'il s'agit d'obtenir un quelconque produit manufacturé, pour transformer la matière et obtenir le produit. Or, dans le cas de la mère de substitution, ce n'est pas la connaissance singulière d'un individu qu'on emploie, mais la matière elle-même de cet individu. On n'emploie pas la mère porteuse parce qu'elle serait capable de produire une réflexion qui nous intéresse, pas plus parce qu'elle serait capable de transformer la matière dans un but qui nous importe, mais parce qu'elle serait capable, et parce qu'elle est capable plutôt, elle-même de produire la matière. Et cette matière, c'est le corps de la mère porteuse qu'on emploie. Et c'est cette matière, pardon, c'est le corps de la mère porteuse qu'on emploie, et non son esprit. C'est ainsi que dans cette relation précise de la femme au marché, la femme est reléguée au rang de moyen de production. Elle devient à la fois l'outil et la matière première qui permettront de réaliser le désir d'enfant à l'origine du contrat. On pourrait s'arrêter ici sans plus et s'étendre sur les conséquences pratiques de cet emploi, mais il me semble important de s'intéresser à la raison qui justifie aujourd'hui la revendication de la GPA. L'une des principales raisons qu'on invoque afin de pouvoir recourir à la maternité de substitution, officiellement du moins, c'est l'égalité. Pour l'égalité, on doit pouvoir recourir à une mère porteuse pour que les personnes qui ne peuvent pas naturellement y recourir à avoir un enfant naturellement puissent l'obtenir par le biais d'autrui. Or, il y a deux égalités, une égalité mathématique et une égalité de valeur ou morale que j'aborderai ici à travers Kant. L'égalité mathématique est celle qui suppose identité des sujets. Que j'écrive 2 + 2 ou 4, je définis strictement la même chose.
Ce concept d'égalité est une convention fondée pour permettre l'élaboration des mathématiques. Le deuxième concept d'égalité, l'égalité de valeur ou égalité morale, se rapporte au concept d'égalité qui s'applique supposément dans la démocratie. Kant formule dans sa métaphysique des mœurs ce que d'autres avant lui avaient su comprendre sans le formuler aussi clairement, et écrit que les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité. Kant constate en effet que la personne, l'être humain, est indépendant et autonome, en cela qu'il est capable de suivre ses propres lois, c'est-à-dire de choisir. L'homme peut par ailleurs choisir parce qu'il est conscient. Il est et il sait qu'il est, à l'inverse d'un meuble, d'une pierre ou même d'un animal, qui sont mais ne savent pas qu'ils sont. De ce fait, l'homme qui a la capacité de penser, une perception du monde qui est unique, et un autre homme chez qui il reconnaîtra la conscience, ne percevra ni ne pensera les choses comme lui. Cette autonomie et cette unicité de l'être humain lui confèrent une valeur infinie, puisqu'on ne peut pas la mesurer. Nous n'avons pas d'étalon pour ce faire. A contrario, la chose, qui est sans savoir qu'elle est, n'existe que par la perception d'un être conscient, et dépourvue d'unicité intrinsèque, peut être comparée et a donc une valeur relative, ce que Kant nommera un prix. L'infini étant par nature inquantifiable, ne peut qu'être égal à un autre infini. Alors chaque valeur infinie de chaque être humain est égale à celle d'un autre, et par conséquent la loi doit reconnaître cette égalité de valeur de chaque homme, qui sont tous également considérés comme membres du souverain et sujets de droit. Le problème actuel que l'on rencontre dans les débats sur les questions de société, dont celle qui est notre intérêt aujourd'hui, selon moi, réside dans une confusion entre ces deux égalités. La demande d'égalité qui motive cette attente de droit à l'enfant suit une logique d'égalité mathématique. Et cette logique pousse à l'indifférenciation. On veut identité entre chaque membre de la société. On veut qu'il n'y ait plus de différence. On veut qu'un homme puisse être substitué à une femme, qu'une femme puisse être substituée à un homme, qu'un homme puisse être substitué à un autre homme, une femme à une autre femme, et en l'occurrence, qu'un couple infertile puisse être substitué à un couple fertile. Mais l'égalité morale, que je définis d'après la citation de Kant que j'ai évoquée, proclame, elle, une égalité de valeur, une égalité devant le droit qui définit l'espace de liberté politique ou sociale de chaque individu. Il ne s'agit pas de pallier à toutes les différences biologiques qui existent. Lorsque je dis ça, il n'est pas question des différences socioculturelles, bien entendu. La maternité, ou plutôt la capacité d'engendrer un enfant, est une prérogative, une possibilité que la nature donne à une femme à la suite d'une relation homosexuelle. Il y a nécessairement rencontre de deux gamètes, l'un femelle et l'autre mâle. Il ne s'agit ni d'une liberté politique, ni d'un droit, à mes yeux. C'est une prérogative naturelle, ce qui échappe à l'empire de la loi, suivant la logique de cette égalité de valeur. Estimer qu'il faut établir une égalité pour les prérogatives que distribue la nature implique qu'il faudrait substituer l'égalité de valeur par l'égalité mathématique, qui nécessairement la contredit. Pour pallier aux différences naturelles, il est nécessaire de mettre en œuvre des inégalités de droit, c'est-à-dire nier l'égalité des hommes en tant que sujet de droit et donc nier la valeur infinie de l'homme. Puisqu'inégalité de droit signifie qu'il y a un pôle plus de droit d'un côté et un autre moins de droit de l'autre, et donc que l'homme a une valeur relative. En effet, si la loi valorise plus certains individus au détriment d'autres, c'est qu'il n'y a plus égalité de valeur, pour le formuler autrement, que la valeur de l'homme est relative. En l'espèce, au nom de cette égalité mathématique qui aboutit à une logique d'indifférenciation, on cherche à étendre la capacité d'enfanter à certaines personnes qui n'y ont pas accès. Et cette extension, parce qu'elle nie la valeur de l'homme et lui confère une valeur relative, permet d'entrer dans la logique du marché. Sauf que cette mise sur le marché est bien différente au final de celle du marché du travail. Pour celui-ci, il s'agit certes d'une comparaison, d'une relativisation des connaissances de chacun, mais c'est justement la relativisation des unicités des individus, où l'on cherche la personne la plus appropriée pour un poste donné. L'individu est une fin en soi, dans ce cadre, pour reprendre l'un des trois impératifs catégoriques de Kant, qui procède du même constat de la valeur infinie de l'homme. Pour le citer, agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui, toujours en même temps comme une fin, et jamais seulement comme un moyen. Dans le cas de la mère porteuse, ce n'est pas l'individu qu'on considère, ce n'est pas cette personne dans sa valeur infinie, mais le corps. Ce qu'on voit chez la mère porteuse, c'est qu'elle est biologiquement apte à produire un enfant et par conséquent apte à répondre à la demande. La mère de substitution est un moyen, c'est le moyen de produire, c'est l'outil et la source de matière première qui va permettre d'accéder au désir d'enfant. On ne regarde pas l'individu et il est même secondaire après son corps.
C'est ainsi qu'on peut nier toute la part affective de la grossesse, tout ce qui se passe dans le psychisme de la mère pendant la grossesse. N'oublions pas que la maternité, dans une conception traditionnelle, c'est le fait d'être mère, ce qui inclut gestation et éducation de l'enfant. Et que les contrats qui régissent donc l'encadrement des mères porteuses régulent l'ensemble des activités vitales de la mère pendant la grossesse, dont notamment le régime alimentaire, pour donner un exemple. De plus, puisque cette femme devient un moyen, puisque c'est le corps qui vient sur le marché, eh bien cette offre nouvelle prend une valeur relative, c'est-à-dire un prix. Et ce, même si la mère porteuse n'est pas rémunérée. À vouloir combattre une disparité de répartition des prérogatives naturelles, on aggrave une inégalité sociale qui est celle des moyens financiers. Pour passer effectivement à la principale des conséquences pratiques de cette mise sur le marché de la femme, c'est l'apparition d'une sorte de régime plutocratique de la maternité. Quand on sait, selon les coûts transmis par les premiers sites professionnels que l'on trouve sur Internet, lorsqu'on tape « trouver une mère porteuse », on en a vu un d'ailleurs dans le reportage au début du colloque, qu'une maternité de substitution sans rémunération de la mère porteuse coûte entre 50 000 et 70 000 $ américains, on se doute que c'est la tranche la plus aisée de la population qui pourra incarner la demande d'enfants, alors qu'à l'inverse, de toute évidence, ce sera la tranche la plus défavorisée, ou du moins les faibles revenus, qui incarneront l'offre. Si je sors du raisonnement théorique et que je regarde la situation sous un angle pratique, je serais tenté de trouver les choses assez ironiques. Le corps humain pour lui-même, pour sa matière et bien plus pour sa capacité à donner la vie, est soumis à une logique mercantile où on lui impose un prix. Ce qui implique d'ailleurs qu'on peut après dresser un classement entre la mère porteuse de luxe et la mère porteuse soldée. Quand on pense à toute la force avec laquelle la loi entend empêcher la marchandisation du corps humain, c'est paradoxal. Qu'on prenne le don d'organes, c'est certainement le meilleur exemple. Non seulement on ne peut pas vendre un organe, mais même le bénévolat, entre guillemets, est interdit puisqu'on impose l'anonymat, de sorte qu'un marché ne se constitue pas. Pour préserver la vie, on tolère qu'il y ait circulation des tissus humains, mais dans un système fermé qui fait le plus possible barrage à la logique du marché, puisque l'offre et la demande ne peuvent pas se rencontrer eux-mêmes, alors que le marché est ce lieu théorique de la rencontre entre l'offre et le marché. Le don d'organes en France ne peut être fait que post-mortem ou dans certains cas précis, comme pour un don croisé par exemple, pendant la vie du donneur, mais sans rémunération, sans indemnisation et sans connaître le receveur, à moins qu'il ne s'agisse d'un membre de la famille, évidemment. Cette question de la maternité face au marché risque d'occuper le débat public encore longtemps, et puisqu'il s'agit ici pour moi de vous présenter ma perception des choses, je terminerai par celle-ci. Les nombreuses revendications de droit A qui sont faites aujourd'hui le sont dans cette logique d'égalité mathématique dont j'ai parlé. On veut faire disparaître toute forme de différence que la nature a pu mettre entre les hommes, de différence biologique, bien entendu. Mais assez souvent, et c'est ma conviction, dans le cas de la maternité substitution, c'est bien moins une lutte pour l'égalité qu'un égocentrisme et un individualisme de plus en plus assumés. En ce qui concerne notre sujet, il en va, je pense, de même. Pour un désir d'enfant, ou plutôt le désir d'avoir un enfant spécifiquement produit pour soi, un enfant destiné aux demandeurs dès sa conception, on prétend employer le corps humain comme un moyen d'arriver à ses fins, et la chose est, je pense, encore plus dérangeante quand on pense que cette fin est supposée être un humain autonome et indépendant, et qui, dans une logique de marché, serait alors le résultat d'une commande. Si j'ai choisi cette première partie qui s'intéresse à la relation entre la femme et le marché pour intervenir, c'est parce que je pense qu'on a tendance, lorsqu'on parle aujourd'hui de maternité, à se concentrer sur l'enfant, l'idée d'enfant, l'intérêt de l'enfant, le devenir de l'enfant, mais il ne faudrait pas oublier que la maternité engage à minima deux acteurs, l'enfant, mais aussi celle qui le porte. Aussi, pour conclure, puisque s'il est bien un axiome dans la répartition des droits subjectifs, c'est que la liberté de l'un s'arrête là où celle de l'autre commence, je pense que ce serait une erreur de permettre à quelques-uns de disposer du corps d'un autre être humain pour pallier à une impossibilité biologique de procréer. On ne répond pas, selon moi, à un désir particulier par l'asservissement, je l'entends seulement au sens de l'emploi en tant que moyen du corps d'autrui, d'autant plus si ce désir consiste en la possession potentielle d'un autre être humain. Le marché concerne ce qui a un prix, les choses, et non pas l'homme dans son essence. L'homme a été le créateur et est maintenant acteur du marché. Il est nécessaire, selon moi, de veiller à ce qu'il n'en devienne pas l'objet. À ce que l'être humain ne soit pas le sujet d'actes marchands par l'impératif du marché. Il faut que le créateur soit maître de sa créature. La faculté de donner la vie humaine, de même que l'être qui la donne, devrait donc, à mes yeux, lui rester étranger. Je vous remercie.